Je laisse la parole à Michael Haddad pour la présentation Quel défi pour le ferroviaire et comment y faire face ensemble. Alors bonjour à tous. Je vais peut-être me rapprocher. Donc je suis Michael Haddad, je suis directeur innovation et partenariat chez Alstom. Alors ce qui n'est pas écrit là aussi, c'est que j'appartiens à la direction de la stratégie et je suis notamment en charge des activités de prospective. Et donc ce que je vais vous raconter ici en une vingtaine de minutes, c'est la façon dont chez Alstom on se projette dans l'avenir pouvant aller jusqu'à 2050. Et donc en fait comment on imagine le monde de demain. Dans ce monde de demain, la mobilité, dans cette mobilité, la place du ferroviaire et donc la place d'Alstom. Donc, alors vous allez voir que mes slides sont en anglais parce que j'ai tout simplement pris ce que j'avais sous la main. Je vais avoir tendance aussi à peut-être à me répéter ou en tout cas à me promener dans la présentation parce qu'elle est structurée justement pour décrire le monde puis décrire la mobilité. Là, je vais essayer rapidement de faire un petit focus sur le ferroviaire au risque de me répéter. Et puis alors malheureusement, le monde que je vais vous décrire, il n'est pas très réjouissant. Alors je m'excuse par avance si je vous plombe le moral en ce début d'après-midi. Alors, j'ai mes couleurs qui ont changé. Je ne sais pas si j'étais bleu avant. Alors la façon dont on s'y prend pour décrire le monde, c'est une approche par ce qu'on appelle les mégatrends ou les grands enjeux sociétaux. Donc nous aujourd'hui, parmi les enjeux sociétaux qui vont influencer la mobilité, on en retient trois grands. L'environnement, vous n'êtes pas sans savoir qu'on vise des trajectoires dites net zéro, et parce qu'on veut limiter les émissions de gaz à effet de serre, alors la mobilité telle qu'on la conçoit va être transformée. La population, le principal impact aujourd'hui de cette population, il va être sur la demande en transport. Parce que la population augmente, alors les gens se déplacent de plus en plus. Et donc ça a un impact, peut-être c'est le premier facteur impactant la mobilité dans le monde. Et encore une fois, cette approche que je vais vous présenter, elle est à l'échelle du monde. On n'est pas en France, on n'est pas en Europe, on est sur la planète Terre. Et donc avec de très fortes inégalités selon l'endroit où on se situe. Puis les enjeux géopolitiques et financiers qu'on ne peut pas mettre de côté. Et enfin, la partie technologique. Donc si je commence par la partie population, vous n'êtes pas sans savoir que la population de la planète Terre augmente. Et donc on devrait être 10 milliards d'ici 2080. Et contrairement à ce qu'on pensait avant, on va passer par un maximum. Ces 10 milliards seront un maximum. Maintenant, si on regarde un peu plus en détail, cette population, elle est très inégalement répartie. Je crois que c'est plus d'un enfant sur deux qui naît en Asie, 1 sur 3 qui naît en Afrique. Et donc on a une Europe de l'Ouest, et centrale aussi, qui vieillit, qui va rapidement voir sa population baisser, et des peuples ou des populations dans des pays émergents qui, eux, voient leur démographie exploser. Et non seulement cette démographie explose, mais aussi on a une urbanisation. Alors ça, c'est pas neutre pour le ferroviaire. Donc je ne sais pas si tout le monde ici est dans le ferroviaire, mais disons que si vous avez, il n'y a pas très longtemps, vu une publication d'Aurélien Bigot qui fait des présentations de très grande qualité sur la mobilité. Ce qu'il montre, sans l'avoir dit finalement, c'est qu'une population qui s'urbanise change de mode de transport. Et donc fait un report modal vers le rail. Pourquoi ? Parce que quand vous habitez à la campagne, il n'y a pas de gare à proximité. Et donc vous prenez votre voiture quand vous en avez une ou la mobilité active. Donc plus les gens viennent en ville, plus ils vont prendre des tramways, des métros et des TGV pour se déplacer. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour le rail. Et pour la planète, on peut dire, puisque c'est un mode assez décarboné. Mais ça veut dire aussi, pour mes amis du ferroviaire qui ont vécu les appels à projets Corifère, par exemple, et qui suivent les sujets de trains régionaux, de lignes de desserte fine du territoire, ça veut dire qu'on n'a toujours pas d'équilibre financier sur du ferroviaire en zone rurale. On en aura encore moins demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tous conscience qu'il y a une fracture de la mobilité pour inclure ces territoires ruraux et leur offrir de la mobilité auquel ils ont droit, et qu'aujourd'hui les transports publics ne peuvent pas répondre à cette demande parce qu'il n'y a pas assez de demande justement, ça va être de pire en pire. Donc c'est une équation quasiment impossible, en tout cas pour le ferroviaire, cette mobilité rurale. Et puis des migrations de population, alors tirées par les guerres, ça a l'air de rien pour ceux qui suivent les sujets européens. On est en train de travailler sur ce qu'on appelle le framework programme. Alors je vous livre en vrac, c'est pour ça que ça sera un peu décousu ma présentation, je m'en excuse à l'avance, mais tout n'est pas écrit. Donc on est en train de construire le framework programme 10, donc ça va être le successeur d'Horizon Europe, qui va quelque part
mapper les investissements de l'Europe en R&D pour les années 2028-2034. Il y a un nouveau chapitre qui n'existait pas avant, qui s'appelle Mobilité de défense, et donc qui justement pousse le ferroviaire, qui vise simplement à construire les infrastructures pour déplacer des armées, des tanks à travers l'Europe pour faire face à des invasions et des guerres. Alors je suis très sérieux, c'est un tout nouveau budget qui vient apparaître. Des projets ferroviaires, notamment un qui s'appelle Rail Baltique, et renaît de ses cendres. Son objectif, c'est simplement créer un canal ferroviaire entre l'Allemagne et les pays baltes pour acheminer des troupes. Donc la Norvège et la Suède réinvestissent dans leurs infrastructures ferroviaires pour se préparer à une invasion de la Russie. Donc c'est des sujets dont on ne parle pas dans l'actualité, mais qui sont discutés au plus haut niveau européen et qui sont liés à ces sujets de population et là géopolitique. Alors l'environnement, on a une trajectoire net zéro qui est très difficile. Donc nous, on travaille beaucoup avec, d'une part, les scénarios de l'Agence internationale de l'énergie et puis les scénarios de l'OCDE, donc l'International Transport Forum, qui vise lui plutôt à prédire la demande en transport, là où l'IAE est plutôt focalisé sur une trajectoire net zéro et le partage de l'énergie. Donc aujourd'hui, les trajectoires qu'on a nous amènent plutôt à un réchauffement autour de 2,7-2,8 degrés. Donc c'est le scénario que vous voyez en bleu ici. Donc c'est le scénario je dirais business as usual de l'IAE. Si on prend toutes les promesses de tous les États et on y croit, on est sur le scénario jaune qui nous amène à un réchauffement climatique autour de 2 degrés, 1,8 degrés. Et la trajectoire qu'il faudrait suivre, c'est la verte, donc la trajectoire net zéro. Cette trajectoire, elle nous dit quoi ? En fait, elle nous dit qu'il faut finalement rapidement se décarboner. Alors, je n'ai pas ici ma présentation, certains l'ont peut-être vu, spéciale future de l'énergie dans les transports. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la seule et unique solution qui existe pour arriver à suivre cette trajectoire net zéro, c'est d'aller vers une juste répartition des énergies bas carbone entre les différents modes de transport. Je rappelle ici que l'objectif, ce n'est pas décarboner le ferroviaire ou décarboner l'automobile, c'est décarboner les transports, qui est le seul secteur qui ne s'est jamais décarboné. Les émissions ne font qu'augmenter d'année en année. En France, c'est 32% des émissions de gaz à effet de serre. Dans le monde, c'est 25%. Et ça augmente parce que la population augmente. Et tant qu'on a de la croissance économique, quand on gagne l'argent, on veut se déplacer. Et on se déplace toujours plus cher en carbone, on va dire. C'est-à-dire qu'on veut une voiture individuelle, on veut prendre l'avion. Donc les émissions ne font qu'exploser. Donc la seule façon d'y arriver, c'est une juste répartition des ressources, et notamment de l'énergie verte dans des modes de transport. Et c'est là qu'on n'est pas souvent d'accord entre nous. L'IAE et le GIEC ont une stratégie assez simple. Le rail et la route doivent être électrifiés. Il n'y a pas d'autre solution, même si aujourd'hui les Allemands remettent en question la fin du moteur à combustion interne pour l'automobile. Il ne faut absolument pas le faire, tout simplement parce que les biocarburants et les carburants de synthèse sont en quantité extrêmement limitée et ils doivent être absolument dédiés au maritime et à l'aérien. C'est la seule solution pour décarboner l'aérien. Aujourd'hui, la France importe 30% de ses biocarburants et on n'a que 10% de biocarburants dans nos carburants automobiles. Si demain l'automobile renonçait à s'électrifier, on ne pourrait même pas décarboner la route, alors encore moins l'aéronautique. Donc c'est pour ça en fait que ces décisions sont prises. Alors après, il y a des panachages entre de l'électrification directe, de l'hydrogène, mais c'est des sujets extrêmement complexes et dont l'objectif en fait c'est d'arriver à faire converger tous les secteurs et tous les pays vers la bonne solution. Et puis la biodiversité, alors qui nous impacte, que ce soit le routier ou que ce soit le ferroviaire, tout simplement parce que lorsqu'on construit des infrastructures, on le voit en ce moment avec le grand projet du Sud-Ouest en Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, pour relier à grande vitesse Bordeaux et Toulouse, nos infrastructures ferroviaires ou routières, pour le ferroviaire, c'est ce qui fait notre efficacité énergétique et le fait qu'on ait un système de transport extrêmement sûr, ont des impacts et coupent quelque part un territoire en deux. Donc il y a ces impacts sur la biodiversité dont il faut tenir compte. Enfin, géopolitique et finances. Alors, géopolitique, pourquoi ? Tout simplement parce qu'une partie aussi de la mobilité ferroviaire, c'est du fret, et qu'aujourd'hui, on est sur finalement un monde qui se reconstitue en plaques. Le monde qu'on imaginait global, finalement, est quasiment mort. Depuis maintenant une quinzaine, depuis la chute de Lehman Brothers en 2008 et les subprimes, le monde n'a fait que remettre en place des barrières économiques et aller vers le protectionnisme, encore pire avec la guerre en Ukraine et le Covid, où chacun se rend compte que finalement on a besoin d'une forme de souveraineté. Il n'y a pas que la France qui a des projets de protectionnisme et de souveraineté.
Donc toutes les industries se relocalisent, donc les flux de matières premières se relocalisent, les barrières se durcissent. Quand Alstom vend un train aux États-Unis, on est soumis au Buy American Act. Donc 99,5% des composants et du train doit être construit aux États-Unis, ce qui a un impact énorme sur notre supply chain et notre industrie. De même, hors de question maintenant de vendre un produit aux États-Unis avec des composants chinois. Donc vous imaginez, pour tout ce qui est batterie et autres, l'exercice auquel il faut arriver. Et puis l'inflation, alors c'est des choses qu'on a fait il y a 2-3 ans. On avait une forte tendance qui s'appelait Living with Inflation. Donc cette idée qu'on aurait une inflation qui est là pour durer. Inflation qui est surprenante, qu'on aurait dû voir arriver dès 2008 et qu'on a vu arriver que dès 2022. Alors mon interprétation très personnelle, mais qui n'est pas celle que vous verrez dans la presse, c'est que finalement on a caché cette inflation sous-jacente. Le bilan pour les financiers de la salle des banques centrales européennes, ou pas qu'européennes, mondiales, ont été multipliés par 8 depuis 2008, là où la croissance n'a été multipliée que par 2. Donc on aurait dû avoir une inflation gigantesque depuis déjà des années. Et si on la touche du doigt aujourd'hui, c'est plutôt parce que les matériaux, la matière première auxquelles on veut avoir accès, alors du cuivre, du lithium, de l'aluminium, ou même du pétrole, commence à devenir de plus en plus rare, donc de plus en plus cher. Donc c'est plus une limitation, selon moi, de l'accès à la matière première qui fait qu'elle devient chère, qu'une pure impression de billets, comme on peut le voir un peu partout. Donc on verra si on arrive à la juguler par la hausse des taux d'intérêt. Toujours est-il que lorsque les taux d'intérêt augmentent, pour le rail, c'est une mauvaise nouvelle puisque nos clients souvent s'endettent pour acheter nos systèmes. Donc qui dit fort taux d'intérêt dit difficulté pour les États, pour les régions à investir, notamment dans les infrastructures. Et puis la technologie. Alors la technologie, on a un gros sujet bien sûr, digitalisation, dans lequel on peut parler d'intelligence artificielle, qui est une technologie émergente. Importante, mais rappelons-nous que le digital et l'intelligence artificielle sont des outils plus que des fins en eux-mêmes. Le transport, c'est d'abord quelque chose qui est installé dans le monde physique. On transporte des personnes physiques et des matériaux, des gens. Donc, quelque part, il ne faut pas négliger aller vers un tout digital, puisqu'on a beaucoup encore besoin de hardware. Et puis, les technologies liées au climat, donc pour la décarbonation, donc ça peut être le vecteur énergétique, les moteurs, l'allègement, les nouveaux matériaux, donc tout un tas de sujets. J'essaie d'aller un peu vite, il me reste 8 minutes. Alors maintenant, si je deep dive, comme on dit, sur l'impact, j'en ai déjà un peu parlé, mais de ces grandes tendances sur la mobilité et le ferroviaire, si on revient déjà sur essentiellement les effets démographiques, comme je l'ai dit, quand la population augmente, la demande en transport augmente. On ne le ressent pas forcément, on le ressent quand même quand on prend la ligne 13 du métro à Paris, mais on ne le voit pas forcément chez nous, puisqu'on a déjà une forte infrastructure de transport. Mais dans des pays comme l'Égypte, le Caire par exemple, qui aura bientôt 25 millions d'habitants, ou Lagos au Nigeria, 25 millions d'habitants, les villes étouffent littéralement sous la pression démographique. Je rappelle qu'à Paris, la ligne de RER A, c'est 1,4 million de passagers par jour. Si on devait avoir des routes pour transporter ces gens-là de la Défense à Vincennes, c'est 8 ou 9 voies d'autoroute. Donc c'est absolument pas compatible avec la ville. Donc au bout d'un moment, le ferroviaire s'impose. C'est la seule façon, c'est le seul système de transport extrêmement capacitaire. Donc on anticipe et on la voit de toute façon, une très forte demande sur la mobilité urbaine. Donc tramway, métro, mais aussi ce qu'on appelle nous le commuteur, donc le périurbain. Pourquoi ? Parce que la ville aussi va s'étaler. Donc la banlieue va grandir et il faut bien connecter le banlieusard au centre-ville. Donc, explosion du transport avec les difficultés liées à la capacité des États d'investir dans ces transports publics. On a vu aussi, alors je l'ai passé très vite dans les grandes tendances, notamment sur l'individu, une croissance des aspirations individuelles tirées par les réseaux sociaux. Les gens ont envie de services personnalisés, les gens ont envie qu'on se préoccupe d'eux, et ça reste vrai aussi pour les transports. Donc, il y a un défi pour, faire un report modal choisi vers les transports publics, que l'expérience du voyageur soit très bonne. Et puis, contrairement à ce qu'on a pu penser, il n'y a pas eu d'effet Covid sur les mobilités. On s'imaginait qu'on allait vivre dans un monde d'après. Au contraire, on a assisté à ce qu'on a appelé le revenge travel. La demande en transport aérien a explosé, battant des records en 2023, malgré tout ce qu'on s'était promis après le Covid. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que cette demande baisse. L'OCDE parle même d'une multiplication par 3 du transport aérien d'ici 2050. Donc comment je décarbone ça avec... alors plutôt en Inde et en Chine, mais ça reste vrai à l'échelle du globe. Comment je vais décarboner ces mobilités-là ? Grande question. Donc
on en vient au focus zéro émission. Donc nous, ce qu'on dit chez Alstom, c'est que ce n'est pas uniquement une question, parce que je suis souvent invité à des tables rondes sur la décarbonation de ceci, la décarbonation de cela. Le sujet, ce n'est pas la décarbonation, c'est zéro émission, que ce soit une pollution globale, donc les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi des émissions locales. Donc les particules, les oxydes d'azote, le monoxyde de carbone, les hydrocarbures imbués, les particules de frein, le bruit, les vibrations. Donc l'idée, c'est d'aller vers zéro émission et prendre en compte aussi le cycle de vie du produit. Donc on parle d'ACV, peut-être pour ceux qui sont dans l'industrie, on va tous se prendre des interdictions sur ce qu'on appelle les PFAS, donc les polluants éternels. Donc ce sont des matériaux qu'on utilise abondamment dans l'industrie et qui ne se dégradent pas et donc qui vont être interdits. Donc pour nous, on a quelques composants clés. Encore, on est assez épargné dans le rail, mais je sais que dans l'aéronautique, c'est un vrai sujet. Comment on se débarrasse de ces matériaux-là. Donc beaucoup d'enjeux sur ce zéro émission, autour aussi du stockage de l'énergie, des nouveaux vecteurs, la conception, l'éco-design. Et puis, on commence à en parler. Alors, on a tous vu arriver les tornades, donc j'ai perdu le nom maintenant, en Floride récemment, ce qui s'est passé à Valence. À partir du moment où on s'appuie sur des infrastructures, la résilience de ces infrastructures est une question clé. Ça peut être une résilience au changement climatique, inondations, ça peut être aussi des mouvements de terrain, glissements de terrain, comme on a eu aussi dans les Alpes récemment, tornades. Donc comment nos routes, nos rails caténaires, systèmes de signalisation vont résister. Et donc on parle de plus en plus de résilience, et la résilience s'oppose à la performance. Un système performant, c'est un système qui est extrêmement spécialisé et qui est vulnérable à des changements d'environnement. Un système robuste va encaisser un certain temps, un système résilient va s'adapter. Et donc, pour ceux qui ont suivi aussi ce qui se passe dans les télécoms, la future norme 6G qui va sortir dans les télécoms sera une norme qui, a priori, sera beaucoup plus orientée résilience du réseau de télécommunications que performance du réseau de télécommunications. On atteint des limites au-delà duquel le client ne voit plus la différence. Est-ce qu'on veut toujours aller plus vite, toujours plus de débit, ou est-ce qu'on veut être sûr d'avoir le service au bon moment? Donc ça, c'est un autre très gros sujet. C'est un très gros sujet, je pense, pour l'ensemble de la filière. Après, on a des résiliences de supply chain. Alors, on veut tous du lithium, on veut tous du cuivre, on veut tous du cobalt. Il n'y en a pas assez. Donc, comment faire face à ces enjeux de matériaux critiques? On voit nos amis de Stellantis, par exemple, qui vont jusqu'à investir dans des mines de lithium ou dans leur gigafactory pour se garantir l'accès à ces composants clés. Et ça, avec en plus des enjeux de souveraineté. Donc, gros sujet. Et on peut mettre aussi dans cette mobilité résiliente les enjeux de cybersécurité. Jeux Olympiques 2024 à Paris, on détruit quelques balises SNCF et on arrête le trafic pendant une demi-journée et on met des millions de Français dans l'embarras. Donc comment on va faire face à ces agressions qui sont aussi liées à la géopolitique, de plus en plus fréquentes, qui peuvent être des agressions de pays ennemis ou du sabotage ou du terrorisme. Donc sur toutes ces bonnes nouvelles, qu'est-ce que ça veut dire en tout cas pour Alstom? Alors ça, c'est la première, j'en suis assez fier, puisque finalement de nos travaux est née la première slide de la présentation corporate d'Alstom que vous avez sous les yeux. Comment on interprète tout ça? Les enjeux environnementaux, comme je l'ai dit, nous amènent à définir des solutions zéro émission. Donc je vous ai listé en fait toutes les émissions qu'on va cibler. Les enjeux géopolitiques et macroéconomiques nous invitent à aller vers plus de résilience, d'optimisation et d'efficacité. Et puis les enjeux de population, de l'inclusivité, de la modularité et de la flexibilité. Alors, population, encore une fois, à prendre en compte. Alors, modularité, effectivement, parce qu'il faut pouvoir aménager, agencer nos matériels roulants en permanence. Mais aussi, on le voit, le rail, comme je le disais, a une infrastructure. Et cette infrastructure, elle est posée pour 100 ans. Donc, on a des gros sujets d'adapter finalement la capacité à cette demande sans trop toucher aux infrastructures. Donc on le voit par exemple sur un Paris-Lyon, le changement de signalisation qui permet de doubler la capacité de TGV en augmentant le nombre de sillons. Ou pourquoi on va rendre autonome un métro? Tout simplement parce qu'un headway entre deux métros autonomes, c'est 50 secondes. S'il y a un conducteur, c'est plutôt 1 minute 30, 2 minutes. Donc en automatisant, on réduit l'intervalle de temps entre deux métros et on double la capacité à infrastructure constante. Donc le business model est assez évident. Et donc ça, c'est mon dernier slide. Je suis 19 minutes 15, je suis très bon. C'est un peu la petite slide qu'on promène avec nous chez Alstom, puisqu'on va demander, lorsqu'on discute avec des startups, avec des universités, avec des partenaires, mais en fait, c'est quoi vos problèmes? Donc là, j'ai listé les problèmes. Je n'ai pas listé de solutions. Donc toute solution que vous auriez qui répondrait à un de ces problèmes pourrait être la bienvenue.
Donc on a regroupé un peu, alors vous retrouvez mes 3 thèmes chapeaux tout à fait en haut, et puis on a regroupé ça un peu en cluster. Donc on a un sujet autour de la performance. Alors la performance de notre outil industriel, de notre temps d'engineering. Comme je l'ai dit, et si vous l'avez lu dans la presse, certains osent dire qu'Alstom est parfois en retard sur ses livraisons. Tout simplement parce qu'on est en surchauffe, comme Airbus, hein, d'ailleurs, on n'est pas les seuls, ou comme nos amis de chez Siemens. Il y a une forte demande, donc nos bureaux d'études sont sous pression, nos lignes de production sont sous pression. Donc tout ce qui permet d'aller plus vite en conception et en production est le bienvenu. La modularité, l'inclusivité, j'ai parlé de vieillissement de la population, donc ça peut être des personnes à mobilité réduite, des personnes qui souffrent aussi de troubles cognitifs, par exemple liés à l'âge. La réduction du coût, alors ce qu'on appelle TCO, Total Cost of Ownership, coût de possession de nos produits, tout simplement parce que je vous l'ai dit, voilà, les collectivités, les États ont le couteau sous la gorge d'un point de vue financier, donc tout ce qui peut réduire la note est bienvenu. Sur ce qu'on appelle disponibilité ou fiabilité, on va retrouver la cybersécurité, la maintenance prédictive, l'automatisation, la connectivité, et puis bien sûr notre résilience supply chain. Tout ce qui va tourner autour de l'efficacité énergétique, si on veut décarboner, toute énergie que je n'ai pas dépensée, c'est ça de moins d'émis, mais aussi ça participe à la réduction des coûts, donc l'amélioration de conversion d'électricité, l'aérodynamique, la réduction du poids. Souvent sur la réduction du poids, j'ai des questions. Attention, c'est un sujet, c'est vrai, mais pas à n'importe quel prix. Par exemple, on n'a pas tellement dans le rail de matériaux composites. On met d'abord recyclage, après éventuellement réduction du poids. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on tient à nos 97% de taux de recyclabilité. Donc on a quelques matériaux composites, fibres de verre à bord. Je pense qu'Augustin Grillet a peut-être fait une petite présentation il n'y a pas très longtemps pour un événement e-trans, je ne sais plus. Mais typiquement des matériaux composites de structure, fibres de carbone, ok, mais il faut que ce soit recyclable, c'est le principal sujet. Et puis l'impact environnemental, donc je redis recyclage, réutilisation, réduction. Mais surtout, je vois trop souvent des focus décarbonation, ça n'est pas que le sujet. Je rappelle qu'entre 6 et 10 millions de personnes meurent chaque année suite à une qualité de l'air très mauvaise. Alors c'est c'est une dizaine de milliers en France, mais en Inde ou en Chine, c'est ça le sujet. Ce qui a drivé l'électrification en Chine, c'est bien les particules. Donc, ne pas oublier le méthane, les oxydes d'azote, hydrocarbures brûlés, mais aussi bruit et vibration, comme je l'ai dit, la mobilité urbaine, un tramway qui passe en ville et qui fait grincer ses roues à minuit, ça fait jamais plaisir. Les émissions aussi électromagnétiques, hein, EMC. On a beaucoup de machines tournantes, on a beaucoup d'antennes dans un train. Ça commence à poser quelques soucis, et les fameux polluants éternels comme les PFAS. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Yes. D'abord, merci pour ce brillant exposé, vraiment remarquable. Il y a un point, je crois, ne pas avoir entendu, dont je n'ai pas entendu parler, c'est quand même que le ferroviaire, le transport ferroviaire, y compris métro et tout ça, fonctionne souvent en articulation avec d'autres modes de transport. Par exemple, le vélo, par exemple, la voiture aussi, oui. Ou les bus et autres. Donc ça n'a pas été évoqué, je crois, dans ce qui a été dit. Alors, c'est un point quand même qui est vrai et qui restera vrai. Donc comment ça peut évoluer ? En fait, il est dans mon axe modularité, entre autres, alors tout ce qui va être mobilité active à bord des trains. Alors c'est des sujets qui ne sont pas complètement résolus en France, mais qui sont résolus ailleurs. Par exemple, si vous allez à Copenhague dans des trains Alstom magnifiques, on a des discussions avec SBB aussi en Suisse, on sait tout à fait, c'est pas un sujet technique, on sait tout à fait accueillir des vélos, on sait aussi transformer un train SBB qui va du lundi au vendredi transporter des gens qui vont travailler, les week-ends d'hiver des skis et les week-ends d'été des vélos. Par contre, c'est des questions de modèle économique. Aujourd'hui, si on ne le fait pas en France, c'est parce qu'un vélo prend de la place et des places assises payantes. Donc c'est les opérateurs en fait qui doivent à un moment donné trancher. Par contre, oui, il y a des sujets moi, qui me tiennent beaucoup à cœur, comme les billets combinés rail-avion. Donc la SNCF et puis Air France proposent par exemple un billet combiné quand vous partez de Lyon pour faire un Lyon-Paris, Paris je ne sais pas où à l'international. Du point de vue de Air France,
Dans votre TGV, vous êtes un passager aérien. La Lufthansa et puis Deutsche Bahn font la même chose. J'ai vu avec surprise, mais même en sachant pourquoi, Air France, dans son white paper à la Commission européenne, donc je ne sais pas si vous voyez se passer ces documents, mais lorsque vous avez eu la nouvelle Assemblée européenne qui a été nommée, chaque grand groupe fait son petit white paper, alors on va appeler ça du lobbying, d'une dizaine de pages. Air France appelait à investir dans les infrastructures ferroviaires, ce qui peut paraître paradoxal. Pourquoi ? Parce que je pense qu'ils anticipent la mort des low-cost aériens, pour qui les subventions seront plus possibles et qui vont voir le prix du carburant exploser au fur et à mesure qu'on le décarbone. Et Air France a besoin qu'on amène des passagers dans leur grand hub aéroportuaire. Et hormis la grande vitesse ferroviaire, personne ne peut le faire. Donc tous ces sujets-là, on les regarde, l'intermodalité dans le cadre du CERM, autocar, CERM, oui. Après, nous, on fait des trains, donc on se rend compatible d'eux, mais en fait, on dépend de structures de supervision qui, je pense, nous dépassent le mass mobility as a service et autres. In fine, ça sera peut-être une app Google ou iPhone. Moi, je ne sais pas trop comment se positionner. Mais oui, c'est des sujets. Alors, j'avais pas le temps d'en parler ici. Mais... Le fret ferroviaire n'est pas spécialement bien portant. Alors, encore une fois, ça dépend ce qu'on regarde. Aux États-Unis, par exemple, enfin, les situations sont très différentes selon les pays, les continents. On l'a beaucoup regardé aux États-Unis parce qu'en fait, il y a une vraie transformation tirée par la décarbonation. Le fret américain s'est conçu autour du transport du charbon. Dans un monde décarboné, transporter du charbon, ça va arriver de moins en moins, comme transporter du pétrole. Donc on voit un vrai changement de transport de vrac vers ce qu'on appelle de l'intermodal. Donc finalement des trains qui transportent des containers 40 pieds déchargés de bateaux ou de camions. Mais aux États-Unis, on a des acteurs énormes et le fret est prioritaire sur les voies ferrées. Ce n'est pas du tout le cas en Europe. Donc c'est un vrai sujet. Je ne crois pas, je suis désolé de le dire, au fret ferroviaire à court terme, tant que les règles du jeu sont celles qu'on a nous. On ne peut pas avoir des voies qui passent que par Paris, on ne peut pas avoir une priorité au trafic passager. Ça n'a pas l'air, mais j'arrive de chez L'Oréal. Avant d'être chez Alstom, j'ai fait 5 ans chez L'Oréal. J'ai demandé à mes collègues, mais pourquoi ? Pourquoi vous ne faites pas de fret ferroviaire ? C'est les services. Et le service numéro 1, c'est la sécurité. Lorsque vous avez un container, j'étais avec des gens de chez Hermès, dont on sait qu'il y a des sacs Hermès dedans ou des iPhones, vous pouvez être sûr que le container va être attaqué. Donc si on a des containers 40 pieds qui attendent 2 jours sur une voie de chemin de fer, voire même dans un camion, ça ne passe pas. Donc c'est des choses qui voyagent par aérien. Donc tant qu'on ne sait pas développer du service et tant qu'on ne sait pas réduire les coûts, ça ne marchera pas. Et je pense qu'il y a des erreurs aussi à ne pas commettre. J'entends beaucoup dans la filière ferroviaire parler de décarbonation du ferroviaire. Et donc des gens qui aimeraient remplacer le diesel par des biocarburants. Donc je l'ai dit, biocarburants, il ne faut surtout pas en mettre dans le ferroviaire. Il vaut mieux faire 5 ou 10 ans encore avec des locomotives diesel à bas coût que de venir mettre du biocarburant qui serait de toute façon brûlé par un avion pour réenchérir le coût du fret ferroviaire et on se tire une balle dans le pied. Les Américains disent, lorsque je prends un camion, un container qui est sur un camion diesel, je le mets sur un train, je divise par 6 les émissions, même quand le train est diesel. Donc commençons par faire ça en développant d'abord du service. Il y a une autre question ? Enfin, tu m'as pris ma question concernant le fret, mais en fait, quelle est votre position sur l'hydrogène ? Normalement, je suis briefé par la com quand je parle sur l'hydrogène. On est entre nous et il n'y a pas la com Alstom. Non, alors c'est un sujet très compliqué. Donc nous, on a été pionniers sur l'hydrogène en Allemagne et on a des trains en Italie et en France qui ne devraient pas tarder à arriver. Donc il faut bien comprendre que c'est un sujet émergent. Donc nous, on a démarré les travaux sur l'hydrogène en 2014. On était en expérimentation en 2018 et en service commercial en 2022, donc en Allemagne, auprès de 2 opérateurs. Donc pour ceux qui ont lu la presse avec plus ou moins de difficultés, tout simplement parce que on découvre, on avance en marchant. On a à peu près 4 à 5 ans d'avance sur nos concurrents, qui eux sont pour l'instant pas encore en service commercial et plutôt en R&D. Donc l'hydrogène, c'est un sujet qui est complément, enfin c'est un petit sujet finalement du ferroviaire. Nous, ce qu'on préfère, c'est l'électrification directe. Il n'y a rien de mieux. Sauf que lorsqu'il n'y a pas beaucoup de trafic, c'est pas rentable. Les infrastructures, alors certains parlent d'1 million d'euros du kilomètre, font qu'on ne peut pas avoir un service ferroviaire électrifié rentable lorsqu'on n'a pas beaucoup de trafic. Donc autour d'un train par heure, c'est les ordres de grandeur qu'on peut avoir.
Après, si on a des zones non électrifiées jusqu'à 100, 200 km, batterie, voire batterie et rechargement partiel. Et au-delà de 200 km, on n'a pas d'autre solution que l'hydrogène aujourd'hui. Donc après l'hydrogène, on est parti pile à combustible. Aujourd'hui, moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a une montée en puissance de la combustion hydrogène. Parce qu'en fait, c'est une combustion avec une vitesse de flamme rapide, haute température, avec des rendements qui approchent les rendements de la pile. Et beaucoup moins d'emmerdement. Et une possibilité de rétrofiter des trains diesel en combustion hydrogène peut-être plus facilement. Donc c'est des solutions qu'on explore en Allemagne aujourd'hui. Donc on a des bancs moteurs qui tournent, on a des projets de rétrofit et de trains à combustion. Je crois que Stadler aussi, notre concurrent, a peut-être quelques solutions. Donc aujourd'hui, voilà, on suit, mais ce n'est pas zéro émission. La combustion hydrogène libère des NOx, donc des oxydes d'azote, qu'il faut post-traiter. Va faire plus de bruit et de vibration. Donc aujourd'hui, on est dans une forme, je dirais, il faut laisser faire l'innovation. J'étais à une autre table ronde ce matin, j'avais préparé un parallèle avec ce qu'on avait fait sur l'alimentation par le sol de nos tramways. Moi qui suis bordelais, ça a fait couler beaucoup d'encre il y a maintenant une quinzaine ou une vingtaine d'années, où Bordeaux a essuyé les plâtres, on aurait pu tuer la techno, mais après on l'a exporté partout. Il faut laisser le temps à l'innovation et on verra. Moi je pense que personne n'a la solution. J'étais chez Cara la semaine dernière avec Volvo Trucks, qui fait comme nous. Tout le monde fait pareil. Le heavy duty et le rail, donc le camion de rail, c'est les mêmes technologies de powertrain, donc de chaîne de traction. Et personne ne sait. Moi, je mets au défi qui que ce soit de me dire c'est la batterie, c'est l'hydrogène, c'est l'électrification directe, même pour le camion, la route électrique. On ne sait pas. Donc on est obligé de... On collabore en fait ensemble, tous ensemble. Mais il ne faut pas nous tirer à boulet rouge parce qu'on a des trains qui s'arrêtent en Allemagne. Voilà, c'est l'innovation. J'en ai une très courte. Vous avez dit dans votre diapo précédente là, qu'il n'y avait que des problèmes et pas de solutions. Et puis vous avez mis la maintenance prédictive. Pour moi, c'est une solution, c'est pas un problème. Ah oui, vous avez raison. Oui, on cherche des... Alors, c'est un problème. Comment on fait la maintenance prédictive? Alors, il y a des problèmes techniques. Alors, ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais je sais aussi qu'il y a énormément de problèmes de business plan. Puisque, a priori, on a des modèles statistiques qui ont déterminé quand est-ce qu'on devait faire cette maintenance de façon à peu près optimisée. Et donc, ce n'est pas parce qu'un modèle de maintenance prédictive nous dit « Ah, tu pourrais repousser de 3 semaines la maintenance de, je sais pas, d'une roue ou d'un système de climatisation qu'on va le faire. » Parce qu'en fait, on essaie de grouper les périodes de maintenance. Donc, je sais que le gros sujet, c'est est-ce que vraiment savoir à l'avance qu'un composant parmi 7, alors qu'il y a une maintenance planifiée la semaine d'après, va tomber en panne, est-ce qu'on a intérêt à le réparer ou tant pis et on va faire tous ensemble. Donc, il y a un vrai problème de modèle d'affaires et de rentabilité. Et puis après, bien sûr, d'algorithmes. Alors moi, j'ai tout vu, du supervisé, du non supervisé, des modèles physiques. Il y a une jungle de technologies derrière tout ça, de capteurs aussi qu'il faut démêler. C'est pas de ma faute si on est en retard. Hein. Moi, j'ai fait 21 minutes. On est leader mondial, en fait. Si on met de côté nos concurrents chinois qui ne vendent qu'en Chine, on est leader mondial. Hein? Oui. Alors là, je vous ai présenté la vision monde global, donc ces grands enjeux. Après, aujourd'hui, ce qu'on fait, alors c'est plutôt de l'interne. On parle à chaque région, donc nos responsables marketing de chaque région, on est organisé par grandes plaques. Et on cascade ça et on a des remontées. Typiquement, en Amérique du Sud, le sujet inflation, dette est très très fort. Donc on voit nos concurrents justement chinois qui sont pour l'instant essentiellement en Chine, qui veulent rentrer par le marché sud-américain parce qu'en fait, derrière, il y a les banques chinoises qui viennent et donc qui attaquent le marché par le financement. Les États-Unis, c'est essentiellement du fret. Alors même s'il commence à y avoir quelques lignes à grande vitesse, l'Afrique, c'est la mobilité urbaine. Aujourd'hui, on a une explosion, nous, de la demande. Enfin, j'ai vu les chiffres du marché. Moyen-Orient, alors Qatar, Arabie Saoudite. Donc des métros avec des problèmes de climatisation à non plus finir, des tramways. On vient de gagner la grande vitesse au Maroc. L'Europe aussi très différente. En Allemagne, c'est le marché aujourd'hui le plus dynamique. C'est une diversité qui est terrible. Enfin, terrible, ou riche, j'en sais rien. Ouais.
Et les solutions, comme je disais, l'embarquement des mobilités, allez aux Pays-Bas et prenez le train, vous saurez où mettre votre vélo. Donc il y a des problèmes qui sont résolus à un endroit et pas à un autre. Parce qu'aussi, après, nous, on est en B2B ou en B2J. Donc nos clients, c'est ou bien des collectivités, des États ou des opérateurs, mais ce n'est pas le passager. On n'a pas encore de clients d'individus qui ont acheté des trains. Donc c'est vrai qu'aussi, il y a des sujets qui ne sont pas chez nous. On peut proposer des solutions, mais